Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chinguiriha, a supervisé hier au niveau du Cercle national de l'armée le déroulement du séminaire national intitulé « Le Sahel africain, les défis sécuritaires et de développement, l'aune des rivalités géopolitiques dans la région », organisé par la direction de l'information et la communication de l'état-major de l'armée. Les travaux de ce séminaire ont été entamés par une allocution prononcée par M. Saïd Chinguiriha, qui a mis en exergue l'attachement de l'Algérie à ses principes fondamentaux, fondés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, et a privilégié les approches pacifiques basées sur le dialogue pour la résolution des conflits. Il a affirmé à cette occasion que l'Algérie, fidèle à ses principes constants dans sa politique étrangère, tels que le respect mutuel, le bon voisinage, le rejet de toute ingérence dans les affaires internes des pays et le respect de leur souveraineté nationale et de leur intégrité territoriale, n'a cessé de déployer des efforts diplomatiques considérables dans la perspective d'asseoir la stabilité politique et sécuritaire dans la région du Sahel et par son engagement en faveur de la résolution pacifique des crises, rejetant l'usage des armes et privilégiant le dialogue et les négociations. Chinguiriha s'est engagé dans son discours que l'Algérie demeurera, en dépit des tentatives visant à semer le trouble sur son rôle pivot dans la région, un facteur efficient dans la sécurité et la paix au Sahel, et continuera à la lumière de la vision stratégique et clairvoyance de Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune à faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'asseoir les fondements du dialogue et d'engager des approches régionales constructives au service de la sécurité et de la stabilité dans la région. Pour beaucoup d'observateurs, le discours de Chinguiriha est un revirement à 180 degrés par rapport au discours habituel. Il est plus apaisant, surtout par rapport à la situation du Sahel, mais aussi il appelle au dialogue et au bon voisinage. Pourquoi maintenant? Dans le même ordre, il a fallu attendre 48 heures pour que le ministère de la Défense nationale rende publiques les images de la rencontre qui a officialisé la nomination du général Abdelkader Ouarabi, alias Hassan, à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Le fonctionnement opaque du système algérien et le limogeage de Nasser el-Djen, moins d'un an après sa désignation, ne pouvaient soulever que des questions, voire les scénarios les plus invraisemblables. L'instabilité chronique à la tête des institutions sécuritaires, les arrestations de nombreux généraux, ministres, hommes politiques restent des signes de grande fébrilité au sein du pouvoir algérien. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, séminaire sur la sécurité et les rivalités géopolitiques au Sahel et le retour du général Hassan. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Hamid Lellou. On aura le plaisir aussi d'avoir avec nous Gamal Abina, expert en relations internationales. Et il est avec nous via Skype aussi depuis Paris. Je ne sais pas si Gamal Abina est avec nous. Pas encore. D'accord. On est en train de régler donc l'image de Gamal Abina. Il sera avec nous d'un moment à un autre. Gamal Abina, donc, je rappelle, expert en relations internationales. Il sera avec nous depuis Paris. On va revenir, bien sûr, sur le discours de Chinguiriha. D'abord, on va soundbite nos amis de la régie, pardon. On va écouter dans ce passage les déclarations de Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major. الجزائر الملتزمة
بمبادئ سياساتها الخارجية الثابتة على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سياداتها الوطنية ووحدتها الترابية، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل من خلال تفضيل الحلول السلمية للأزمات ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات. يضاف إلى ذلك الدور الناشط الذي اطلعت به بلادنا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل من خلال تكريس مبدأ التضامن مع الشعوب تربطها مع الجزائر علاقات تاريخية وحضارية متميزة. الجزائر Voilà, donc vous avez entendu donc les déclarations ou le discours de Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, donc pendant les travaux du séminaire national intitulé Le Sahel africain, les défis sécuritaires et le développement à l'aune des rivalités géopolitiques dans la région. Donc Saïd Chinguiriha a insisté donc sur l'attachement de l'Algérie à ses principes fondamentaux fondés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale des États et a privilégié donc les approches pacifiques basées sur le dialogue pour la résolution des conflits. Hamid Lellou, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre lecture quand on entend donc ce discours du chef d'état-major Saïd Chinguiriha? Est-ce que c'est un revirement de notre politique ou des discours dont on est habituel, Hamid Lellou? Souvent on entend bien sûr dans les discours de Chinguiriha que l'Algérie est visée, qu'il y a des complots donc, qui visent l'intégrité territoriale de l'Algérie, la sécurité de l'Algérie. Comment peut-on lire ce dernier discours de Chinguiriha, Hamid Lellou? D'abord, quand on fait un discours... Là, on vous entend. Oui. Vous m'entendez? Très, très bien. Voilà. Donc, quand il y a un discours, le message, il faut savoir quelle est l'audience. Vous remarquerez que tous les discours d'avant, ils s'adressaient aux militaires algériens et il y avait la télévision. Mais là, ce que vous venez de citer, ils ne s'adressaient pas aux militaires. Théoriquement, c'était un séminaire international sur la sécurité. Ça, c'est une grande différence. Moi, j'aimerais bien savoir qui participe à ce séminaire, quel est l'agenda de ce séminaire, quels sont les sujets qui seront débordés pendant ce séminaire. Est-ce que les séminaristes ils sont là juste pour entendre et écouter ce que Chinguiriha dit, ou bien est-ce qu'il y aura des ateliers de réflexion et ils vont sortir avec des décisions, des recommandations quant à la sécurité algérienne? Donc, si le cadre est fiable, si le cadre il est professionnel, bienvenue. Bienvenue, ça se fait dans les pays qui se respectent. C'est comme ça que... C'est un séminaire juste, Hamid, désolé, c'est un séminaire donc national. On a vu des personnalités politiques, le chef du gouvernement, mais aussi le président de l'Assemblée, le président du Conseil de la Nation, les chefs de région, donc les commandants de régions militaires. Voilà, donc juste pour vous donner donc un aperçu. Oui, alors, qui est un peu différent d'avant, parce qu'avant, il n'y avait que les militaires algériens qui prenaient des notes sur un discours qui est déjà écrit. Mais un séminaire, s'ils veulent appeler un séminaire, s'ils veulent vraiment réfléchir aux problèmes de la sécurité de l'Algérie et tous les défis sécuritaires qui s'imposent
à l'Algérie le long de ses frontières, il faut qu'ils fassent des séminaires internationaux. Et même si c'est des séminaires nationaux, il faut que l'élite algérienne soit invitée. Je ne parle pas des politiques, c'est pas les politiques, on n'en a pas. On a des gens qui réfléchissent, des gens spécialistes de la sécurité, des chercheurs algériens qui sont établis à l'étranger ou au niveau national, qui pourraient parler de ces choses-là et qui pourraient éduquer. Oui, et je dis ça, éduquer l'élite militaire algérienne, c'est comme ça que ça se passe dans les pays du monde entier. Ça, c'est un. De deux, maintenant le contenu. Écoutez, dans tout conflit, il y a escalade et déescalade. À un moment donné, effectivement, on les entendait hurler, crier, l'Algérie, c'est Qawa Dariba, personne ne peut nous déstabiliser, on peut faire face à tous les défis, etc., etc. Et puis maintenant, ils viennent nous dire que l'Algérie, elle est plutôt pacifiste, on ne veut pas d'intervention militaire, on veut résoudre les problèmes au niveau avec du dialogue et des négociations. C'est normal. C'est de bonne guerre qui disent ça, c'est tout à fait normal. Je ne vais pas critiquer ça, ça se fait. C'est une approche qui est plutôt de mise chez d'autres. Maintenant, le problème de l'Algérie, on parlera plus tard, c'est qu'elle est intrinsèquement liée à son système politique qui, malheureusement, c'est un système de police politique. Je ne le dis pas assez et je le répète tout le temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un déphasage, et il est flagrant, entre ce qui se fait sur le terrain et ce qui se dit. Ceux qui prennent des décisions et ceux qui parlent. Il y avait même un diplomate occidental qui disait que quand il voyage à l'étranger, surtout dans les pays du Sud, il y a deux types de rencontres. Il rencontre des gens avec qui il parle, face à la télé, et il rencontre des gens avec qui il négocie sans la présence de la télé. Pour vous dire quelles sont les personnes les plus importantes. Et ils le savent, et je l'avais dit lors de votre émission la dernière fois, comme nous avons une économie informelle qui est parallèle à l'économie formelle, nous avons aussi une politique informelle qui est parallèle à la politique réelle, mais qui prend en fait le dessus et qui décide des plus importantes décisions stratégiques du point de vue politique, sécuritaire ou bien économique. Et donc, ça ne me surprend pas que le discours change. Il ne faut pas en voir une manière de rétropédaler. Ça se fait, c'est normal d'envoyer ce genre de message. On voit des signaux. Une fois, on souffle le chaud et l'autre fois, on souffle le froid. C'est normal. Ça devrait être normal. Mais est-ce que c'est pas trop tard, Hamid Lellou, parce que la question se pose. On peut se poser aussi la question, pourquoi maintenant? Oui, alors là, oui, absolument. Vous me laissez le temps d'élaborer là-dessus. Effectivement, quelles sont les conditions qui ont fait que ce discours change? Est-ce qu'on le change parce qu'on subit des pressions de la part de l'extérieur? Il y a ce conflit avec la France, je l'appelle conflit, même s'il n'y a pas violence, mais on sait qu'on a d'un côté la France qui défend ses intérêts, l'Algérie aussi devrait, mais le problème, l'Algérie, elle est otage de ce système de police politique, et du coup, est-ce que ce changement dans le temps, T-O-N, ce changement dans les discours, la diminution dans la virulence et le choix des verbes et des mots sont des choix stratégiques décidés parce qu'on veut changer de tactique, parce que, comme je l'ai dit, dans la résolution des conflits ou dans la gestion des conflits, on souffle le chaud, le froid, ou bien ils l'ont fait sous la pression parce qu'ils se sont rendus compte que la France, quand même, c'est une puissance nucléaire, que la France, elle appartient à l'Europe, que la France, c'est l'OTAN, et qu'ils se sont rendus compte qu'au fait, leurs relations
géostratégiques avec la Russie ne sont pas aussi fortes que ça. La Russie n'est pas aussi forte non plus et elle est en train de patauger dans ses propres problèmes. Et je l'avais dit aussi à votre micro il y a quelques semaines, il y a un revirement dans la stratégie algérienne en essayant de se rapprocher de plus en plus vers les États-Unis. Encore une fois, est-ce qu'ils le font par choix stratégique ou bien ils se retrouvent obligés de le faire parce qu'ils sont adossés au mur? Et si c'est le cas, ils sont en train de virer un virement à 180 degrés, les résultats ou les fruits ne peuvent pas être collectés du jour au lendemain parce que ce genre d'alliance ou de partenariat stratégique avec des puissances internationales, il se fait à la longue, c'est-à-dire ça va prendre des années parce qu'il faut construire des confiances. Par exemple, pendant 60 ans, l'Algérie a acheté l'équipement militaire et l'armement russe. Les Russes, même s'ils se disent des partenaires stratégiques, ils ne leur vendaient pas tout. Et ils ne leur donnaient pas toutes les options. Il y avait quand même quelques conditions à l'achat de cet armement. N'allez pas croire que parce que vous changez votre vision de partenariat et que vous allez ailleurs, c'est-à-dire que vous allez recevoir les privilèges, plus ou moins, particulièrement dans l'achat de l'armement, dans le partage de l'information et de la technologie, comme ça. Non, ça ne se fait pas. Ça se construit sur du long terme. Donc, cette stratégie, si c'est une stratégie et ils croient qu'ils vont récolter des fruits à court ou moyen terme, ils se trompent. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Je pense qu'on a réglé un petit souci technique avec Gamal Abina. Il est avec nous, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci, Gamal Abina. Gamal Abina, quelle lecture peut-on faire donc de ce discours qui a été prononcé par Saïd Chinguiriha à l'occasion donc du déroulement du séminaire national intitulé Le Sahel africain, les défis sécuritaires et le développement long des rivalités géopolitiques dans la région. Bien sûr, on sait ce qui se passe dans le Sahel, mais aussi l'Algérie a des soucis avec d'autres pays, surtout aussi avec la France. Gamal Abina, comment peut-on lire donc le temps TON, comme l'a dit notre ami Hamid Lello, utilisé par le chef d'état-major dans son allocution. Pour beaucoup d'observateurs, il y a un revirement donc du discours. On parle beaucoup plus d'une Algérie qui demeurera en dépit des tentatives visant à semer le trouble, donc un facteur efficient dans la sécurité et la paix au Sahel, et continuera à la lumière de la vision stratégique et clairvoyance du président Al-Majid Tebboune, à appeler donc à la stabilité, à la sécurité de la région, à un bon voisinage. C'est un discours qui est totalement différent de ce qu'on entendait auparavant, Gamal Abina. Non, il n'est pas différent. Il y a une constante dans le discours. Je ne suis pas vraiment d'accord. Là, c'est dit de façon formelle, mais ce qui est dit simplement, c'est qu'effectivement, l'Algérie, qui a dit toujours ça d'ailleurs, veut que sur ses frontières, il y ait de la stabilité, le développement économique, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il y ait la paix en Libye, par exemple. C'est répété à chaque fois par les Algériens. Il faut que les Libyens règlent leurs problèmes entre eux. Il faut que les groupes armés dégagent de Libye. Il ne faut pas l'intervention militaire française au Mali, je le rappelle quand même, au Burkina, ou que la CEDEAO intervienne contre le Niger. Donc c'est un discours qui a une cohérence, c'est un discours qui est drapé de principes de droit internationaux, un discours qui se veut modéré parce que l'Algérie n'a aucun intérêt à la stabilité à ses frontières. L'intérêt aujourd'hui des Algériens et de l'Afrique en général, c'est une stabilité politique, c'est la paix et c'est le développement économique. Donc c'est une constante réelle, il n'y a pas de changement de cap en vérité, c'est juste que ce discours réaffirme des principes fondamentaux qui ont toujours été les mêmes. Je rappelle, à titre indicatif, que l'Algérie n'a jamais fait la guerre à personne, si ce n'est à l'empire colonial français, c'était le minimum. Et je rappelle aussi, vous dites dans votre introduction, qu'il y aurait un problème entre la France et l'Algérie. Moi, je refute cette allégation. Ce n'est pas un problème entre la France et l'Algérie. C'est un problème entre Français, parce qu'un homme, en l'occurrence M. Retailleau, a un problème avec l'Algérie.
Donc, monsieur Retailleau n'est pas la France. Ça paraît étonnant, mais c'est qu'un ministre de l'Intérieur qui s'intéresse à des affaires qui ne le regardent pas, à savoir les relations extérieures. Et M. Retailleau est en bisbille d'abord avec son propre dirigeant politique, M. Macron, dont il a dit encore récemment, avant son élection à la tête de son parti Les Républicains, il a dit qu'il n'était pas macroniste. Donc, on doit en conclure que la politique d'un M. Retailleau est aux antipodes de celle de Macron, et surtout, on en conclut que finalement, c'est une cohabitation déguisée avec un parti qui, il faut le rappeler tout de même, a perdu largement les élections législatives. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, le discours algérien est ferme sur des principes et dit toujours la même chose. Nous voulons la paix en Afrique, nous voulons une relation sud-sud apaisée, nous ne voulons pas de groupes extérieurs qui viennent interférer dans les affaires intérieures africaines et aux frontières, évidemment, de l'Algérie, à plus forte raison. On a 6000 kilomètres de frontières avec 7 pays. Il est nécessaire et absolument nécessaire pour l'Algérie que ces frontières soient sécurisées et que les pays qui bordent les frontières soient aussi en sécurité. Et pourtant, Gamal Abina, souvent on a fait passer dans nos émissions donc les discours, les déclarations des responsables algériens, dont le chef d'état-major, Saïd Chingriha, qui rappelait que l'Algérie est une force de frappe, et que aussi des responsables algériens qui ont qualifié le pouvoir malien de junte militaire. Quand on entend le discours de Chingriha, il est totalement différent de ces déclarations. Pas du tout, parce que quand il dit que c'est une junte militaire, ils ont toujours dit que c'est une junte militaire, c'est pas d'hier. Je veux dire, dès qu'il y a un coup de force au Niger ou au Mali d'ailleurs, ou au Burkina, on parle de junte, hein, c'est la posture de droit international qui le dit. L'Algérie se conforme à ce principe de dire que quand il y a un coup de force militaire, il faut le nommer. Mais, parallèlement à cela, elle ne donne pas de leçon de démocratie. C'est ça la différence. Elle dit, c'est pas bien, mais nous ne sommes pas là pour ça. En revanche, elle nomme des choses, et c'est la vérité. Quand c'est un coup de force militaire, on n'appelle pas ça autrement. Mais une chose est certaine aussi, c'est que la relation entre le Niger et l'Algérie est bonne, quoi qu'on en dise, quoique certaines personnes qui aimeraient, ou certains États qui aimeraient voir une relation dégradée, en sont pour leurs frais, puisque finalement, la relation économique s'accélère. Et surtout, on se rend bien compte que certains pays ont décidé de garder le pouvoir de façon permanente, le pouvoir militaire, en annonçant, il faut le rappeler quand même, qu'ils feraient des élections au bout de 2 ans. Donc la problématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que ces pays ont besoin de stabilité? Oui. Ont-ils besoin de sécurité? Oui. Est-ce que l'Algérie les a protégés avec son parapluie politique? Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Il y a une forme d'ingratitude de la part du Mali particulièrement, qui a oublié quand même que c'est les Algériens qui ont interdit à la France de traverser le territoire pour pouvoir bombarder, qui ont interdit effectivement l'intervention militaire et qui ont toujours dit, quoi qu'il arrive, les Maliens sont nos frères. Preuve en est. La sortie du Covid, la première frontière qui est ouverte, c'est le Mali. Donc c'est vraiment un geste fraternel évident. Et aujourd'hui, l'intérêt de l'Algérie au Mali, c'est certainement pas une implosion de l'État, un séparatisme avec l'Azawad. Tout ça, c'est totalement contre-productif parce que si le nord du Mali réclame une indépendance, pourquoi le sud de l'Algérie ne le ferait pas? On peut aller loin dans ce genre de plaisanterie. Or, l'Algérie garantit un principe fondamental de l'ONU, c'est l'intangibilité des frontières post-coloniales. On ne touche pas aux frontières établies après la colonisation. On fait en sorte effectivement qu'il y ait une continuité qui a été imposée, c'est vrai, par le colon, mais une continuité territoriale qui est reconnue internationalement. Très bien, restez avec nous, Gamal Abina. Hamid Lello, qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc, à l'analyse de Gamal Abina, mais aussi dans le discours de Saïd Chingriha qui rappelle que l'Algérie restera un facteur de stabilité dans son voisinage géopolitique. Est-ce que l'Algérie est un facteur de stabilité, Hamid Lello? Tout d'abord, moi j'aimerais bien dire à M. Abina, qui se présente comme analyste politique ou relations internationales, ou qui se présente en tant que porte-parole du régime algérien, parce que j'entends beaucoup de narratifs et de contre-vérités qui sont très, très similaires, si ce n'est pas exactement la même chose. Je vais réagir sur 4 ou 5 points. J'ai pris note. Quand il dit que maintenant il est temps pour la retenue. La retenue, c'est quand il y a le calme, c'est quand toutes les parties s'entendent pour travailler de manière honnête, alors que sur le terrain, ils occupent le terrain, sauf l'Algérie. Hein, le jardin gardé de l'Algérie est occupé par toutes ces forces étrangères dont on parle. Ça, c'est un. Donc, vous ne pouvez pas parler de retenue quand la Libye, le Mali, le Niger, toute la région du Sahel, elle est en ébullition à cause de ces interventions étrangères. De deux,
Il parle de la relation algéro-française. C'est pas un problème entre l'Algérie et la France, c'est plutôt M. Rotaillot. J'ai entendu dire à la télé algérienne, encore une narrative algérienne, c'est une présentation trop réductrice. Je suis désolé, monsieur. Normalement, vous êtes beaucoup plus intelligent que ça. Vous mettez tout le problème qui existe entre la France et le régime algérien, parce que moi, je ne suis pas là pour taper sur l'Algérie, c'est mon pays. Mon problème, c'est avec le régime. Et Rotaillot, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est que maintenant, il y a des partis dans le régime algérien, anti-français, qui se réveillent. Parce que l'influence française en Algérie en particulier et dans la région du Sahel s'est vraiment affaiblie, elle s'affaiblit de jour en jour. Malheureusement, ce tiraillement ou ce conflit entre le régime algérien, malheureusement qui représente l'Algérie, et la France, ne se fait pas au profit des Algériens, il se fait au profit d'autres intérêts. J'ai comme l'impression que... Hamid Lellou, j'aimerais juste avoir, juste pour clarifier la question que vous avez soulevée, elle est très importante. Pourquoi le rôle de l'Algérie a reculé, surtout dans le Sahel? Pourquoi ce vide? On a parlé de le vide que l'Algérie, bien sûr, a laissé dans la question libyenne, mais aussi au Sahel. Et justement, M. Abina avait mentionné cette interdiction du survol aérien algérien par l'aviation militaire française. Il n'y a jamais eu d'interdiction, je suis désolé. Non, quand même. Soyez honnête quand même 2 minutes. C'est Hamid, c'est son avis. La France a survolé. Donnez votre argument comme ça. Pendant des années et des années, depuis le début de l'opération de Berkane, et même l'opération Épervier, et même l'opération Sévral. Donc, moi, je connais la région, je connais. L'Algérie n'a jamais rien dit. Au moment où il n'y a plus d'accord, parce que justement, il y a certaines influences au sein du régime algérien qui ont dit basta, la France a décidé de se retirer de Berkane à cause de certains problèmes, et aussi il y a des alliances qui se sont déliées avec certains partenaires internationaux, et c'est à ce moment-là que l'Algérie officielle ou le régime est sorti pour dire nous ne laissons pas, ou nous ne désormais, voilà, faisons un peu de français, quand vous dites désormais l'armée ou l'aviation militaire française n'est plus autorisée à survoler le ciel algérien, ça veut dire qu'elle l'a fait pendant des années avant ça. Donc ne dites pas l'Algérie a refusé le survol de son ciel, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, l'Algérie elle perd depuis des années parce qu'il y avait une entente. À l'époque, la France faisait le travail et l'Algérie, elle ne faisait pas grand-chose. Elle laissait, parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'opposer au dictat français qui a fait l'opération Berkane, qui a fait d'autres opérations. Maintenant, ce chamboulement et ce changement géopolitique et géostratégique, ce n'est pas l'Algérie qui l'a imposé, c'est autre chose, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Turcs aussi, il y a bien sûr les Américains. Et les Émiratis aussi... Oui. Les Émiratis, il y a aussi, on a vu la visite par exemple d'un... Les Émiratis, bon, moi, c'est pas de l'influence, ils ont de l'argent, ils sont utilisés par les... Pour moi, les acteurs les plus importants dans le Sahel, c'est les Russes à travers Wagner et la sécurité, les Chinois à travers le développement et les constructions et le pompage des ressources naturelles, les Américains, bien sûr, les Français et les Turcs. Les Émiratis, ils obéissent à leur maître, hein. C'est pas, ils n'ont aucune décision. Ils essaient de jouer au rang. Il n'y a qu'à voir comment ils ont été ridiculisés la semaine dernière chez eux-mêmes. Très bien. Et pourtant, il y avait une visite donc, des officiels émiratis la semaine dernière, mais aussi Saddam Haftar, le fils du maréchal Haftar, qui était en visite donc, au Niger. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Hamid, très rapidement. Oui, les Émiratis, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'influence. Ils ont cette influence parce qu'ils ont le porte-monnaie, c'est ce qu'ils apportent. Ils apportent le porte-monnaie et bien sûr parce que
les Émirats arabes unis en particulier, c'est devenu, il faut le reconnaître, une plateforme mondiale dans la finance. Et effectivement, ils ont été capables, ils ont été capables de changer leur fusil d'épaule, et maintenant ils n'utilisent plus que les ressources naturelles, mais ils utilisent l'argent pour faire de l'influence. Mais de là à les mettre, c'est-à-dire que eux, la différence entre les Émiratis et les pays du Golfe et les puissances internationales, les Émiratis ne peuvent pas bouger sans l'autorisation de leur maître. Voilà, c'est ça la différence. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Je reviens à vous, Gamal Abina, mais aussi la question que je vous pose, Gamal Abina, c'est la question aussi intérieure. Beaucoup d'observateurs prennent la question intérieure comme étant un facteur qui est très important concernant donc notre recul de la scène géopolitique, surtout avec la question du Sahel. On s'est occupé tellement avec nos services de la question de l'intérieur, à traquer les opposants politiques, à traquer les militants politiques à l'intérieur, mais à l'extérieur, qu'on a oublié donc ce côté géopolitique, cette question du Sahel qui est très, très importante pour la sécurité de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que la question de l'intérieur a aussi joué à la perte d'influence de notre pays? Sur elle-même, qui était logique. Ensuite, il y a les influences extérieures qui intervenaient déjà à ce moment-là, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, non, l'Algérie s'est effacée des questions africaines depuis Chadli, il faut le rappeler tout de même. Donc, ça fait très longtemps que l'Algérie avait déserté le terrain et qu'aujourd'hui, elle revient au contraire sur le terrain. Elle revient de façon proactive. Elle lève, par exemple, elle retire une dette de 1 milliard aux pays africains. Elle propose ce même milliard pour investir dans l'investissement productif. Elle propose une politique apaisée et que l'Afrique soit membre permanent du Conseil de sécurité. Comment, Ma'alish Gamal, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Mais comment, quand vous dites l'Algérie revient et revient en force, comment elle revient en force alors qu'en 2015, on a signé les accords d'Alger avec le Mali, par exemple, dans l'ère de Bouteflika, alors que maintenant, les accords d'Alger sont caduques. On accuse même le Mali et les pays du Sahel accusent l'Algérie donc de soutenir le terrorisme entre guillemets. Moi je vois, et beaucoup d'observateurs aussi voient que l'Algérie est en perte de terrain, d'influence sur ces pays du Sahel. Gamal Abina. S'il y a un problème, s'il y a une tension, c'est que l'influence augmente. S'il n'y a pas de tension, c'est qu'il n'y a pas d'influence. Donc il faut être un peu cohérent. Depuis 2015, les accords d'Alger étaient destinés à rétablir la paix civile au Mali et ils étaient signés par les Maliens, il faut le rappeler. Ensuite, il y a un coup de force militaire qui s'installe et effectivement, la donne change. Alors maintenant, je vais reprendre toute la terminologie qui a été utilisée il y a quelques minutes pour me disqualifier. D'abord, je suis quelqu'un de suffisamment intelligent et indépendant pour avoir ma propre pensée critique. Et elle est très, très stable, ma pensée critique, elle sait ce qu'elle dit. Elle ne mélange pas tout et ne peut pas tout mélanger. Et ne va pas dans les caricatures ridicules qui conduisent à penser que je serais une sorte de pantin porte-parole d'un État quel qu'il soit. C'est mon pays, l'Algérie, j'en suis fier, j'ai aucun problème avec ça. Quand elle a raison, je suis avec elle. Quand elle a tort, je ne suis pas avec elle. C'est logique, ce qu'on a pour le moment. La seule chose qui m'intéresse, c'est le récit de l'Algérie. Maintenant, on va dépasser un petit peu ces petites attaques ridicules qui consistaient à me faire passer pour une sorte de marionnette comme ça qu'on articule. J'ai toujours eu les mêmes positions et j'ai toujours été très, très panafricain, très panarabiste, ça énerve du monde, et très pro-algérien. Donc les choses sont claires et posées. Et ça, c'est une constante. Et il se trouve que mon pays actuellement est dans cette logique-là sur la question palestinienne, sur les questions africaines. Alors on va aller jusqu'au bout de la logique. Premièrement, il y a une chose qui était dite qui était incohérente. Alors on va parler d'Erkan. Berkane, une opération militaire qui était destinée non pas à attaquer le Mali, mais à attaquer les terroristes du Sahel. Donc Berkane ne dérange pas l'Algérie, puisque ces mêmes terroristes qui sont les anciens GSPC, qui sont devenus après ACMI et tout un tas d'organisations qui étaient transnationales, donc les descendants de ISIS ou de Daesh, s'installent dans le désert. L'Algérie n'a aucun intérêt à empêcher les Français de faire l'opération Berkane et l'opération Takuba européenne. Elle n'a aucun intérêt. Elle laisse faire. Il y a un coup de force au Mali. À ce moment-là, des militaires prennent le pouvoir. L'opération militaire française qui était conduite n'était pas Berkane, c'était une opération militaire destinée à faire tomber le coup de force militaire. L'Algérie s'y oppose. Là, on ne parle pas de terrorisme, on parle de souveraineté d'État, même si on n'est pas d'accord sur le fait qu'il y a un coup de force, ce sont des Maliens qui sont au pouvoir. Donc là, effectivement, l'Algérie coupe son espace aérien et c'est cohérent, puisque ce n'est pas dans son intérêt. Et ensuite, j'ai entendu des trucs un peu délirants dans le genre
Rotaillot, l'Algérie, c'est pas ça le problème. Si, Rotaillot, depuis qu'il est arrivé, il n'arrête pas de s'avaler la planche, il n'arrête pas de faire la pagaille. Il y a une relation difficile depuis toujours entre la France et l'Algérie, mais cet homme d'extrême droite, il faut le rappeler tout de même, un catholique intégriste, ne passe son temps à attaquer l'Algérie, il est obsédé par ça, et par les musulmans, et par les Arabes, on a compris le message. Donc il faut être un peu sérieux quand on parle de Rotaillot, c'est pas la France. Je le répète à nouveau, puisque dernièrement, il y avait une relation qui s'était apaisée entre la France et l'Algérie, et Rotaillot revient derrière pour saboter le coup. Donc on a compris la manœuvre grossière, il voulait faire carrière, il a réussi à faire carrière. Ensuite, on a parlé des Émirats Arabes Unis dont on réduirait le rôle important parce que ce serait soi-disant une grande place financière. Les Émirats Arabes Unis ne sont pas une grande place financière. Ils ont bénéficié à plein de l'isolement de l'Iran et de la réexportation, plus le pétrole et le gaz. Donc les Émirats Arabes Unis ont bénéficié de ce développement par les Anglais. C'est une volonté anglaise. L'État créé en 72, on ne peut pas faire un État au bout de moins de 50 ans et d'en faire un fleuron. Et il faut rappeler quand même à quel point ils sont dépendants. La crise des subprimes les a fragilisés. Mais les Émirats Arabes Unis ont des ambitions d'abord économiques, et c'est très bien, puis politiques. Et là, ça pose problème. Alors, ils donneraient que de l'argent. Bon, on se demande pourquoi ils bombardent le Yémen pendant 8 ans. Ce n'est pas de l'argent qu'ils donnent, c'est des bombes. Ils donneraient que de l'argent. Alors pourquoi ils soutiennent le Hemiti au Sud-Soudan, les forces de réaction rapide, pour faire tomber le pouvoir de Khartoum? Ils demandent que de l'argent. Pourquoi vont-ils exploiter les richesses du Mali et les pousser contre l'Algérie? Les mêmes Émirats qui ont un problème avec l'Algérie, vous l'avez bien compris, ces mêmes Émirats qui vont soutenir le Maroc, militairement évidemment, puisque les Marocains n'ont pas les moyens de se payer les armes, ces mêmes Émirats qui interviennent en Libye, il faut le rappeler, du côté de Haftar qui est ennemi de l'Algérie, donc il y a une cohérence dans tout ça. Il ne faut pas dire que ce sont simplement des exécutants, c'est aussi un État qui a des ambitions. Ensuite, pour parler effectivement des rapports entre l'Algérie et ses voisins immédiats, rappelons quand même que la Turquie qui intervient est du côté de l'Algérie par rapport à la Libye, puisqu'elle est avec le gouvernement élu de 2014. Le gouvernement Sarraj. Rappelons tout de même que l'Algérie et la Turquie ont de très bonnes relations, que l'Algérie et les États-Unis ont de bonnes relations, l'Algérie et l'Espagne, le Portugal, la Slovénie récemment, l'Italie, l'Allemagne, tous les pays de l'Est, il n'y a aucun problème. La Chine, évidemment, l'Inde, donc l'Algérie a des relations avec les meilleurs. L'Afrique du Sud pour l'Afrique, pour les pays les plus puissants, l'Égypte aussi, même si avec la Libye on n'est pas d'accord, mais il y a une réalité. L'Algérie noue des relations internationales solides. Alors quand on dit qu'on est isolé, c'est ridicule. Il faut arrêter de sortir ce genre de balivernes. On a des problèmes avec quelques pays, comme tous les pays du monde d'ailleurs, tout le monde n'est pas en passion avec des pays, mais il n'en demeure pas moins que ça se passe bien. Donc moi j'ai envie de dire, au-delà de ce discours un peu caricatural, à vouloir toujours réduire, on met tout dans tout, on va dire par exemple l'Algérie, laissez passer les avions, puis après c'est arrêté, sans raison. Si, il y a une raison. Quand la France veut faire un coup contre le coup de force militaire, l'Algérie s'y oppose, comme d'ailleurs au Niger. Et je rappelle qu'au Niger, les Français ont demandé à ils ont demandé à la CEDEAO d'intervenir, les Algériens s'y sont opposés. Et c'est la raison pour laquelle le Niger s'entend bien avec l'Algérie aujourd'hui, en dépit des problèmes de frontières. Donc il faut être très clair là-dessus. Tous les États ont des intérêts à défendre. Les Français ont été mis en dehors, c'est eux qui ont été mis en dehors du Sahel, pas les Algériens. Là, on essaie de créer des tensions en Algérie. Mais pour le Niger, ça se passe bien. Les Français ont été mis en dehors et Macron l'a dit de façon très claire. Il n'y a pas de mensonge chez lui. Il dit « Nous reviendrons au Sahel en passant par d'autres voies. Nous allons déléguer notre travail. » Et il passe par quoi? Par le Maroc. Donc, ils reconnaissent le Sahara occidental. Le Maroc, comme par hasard, propose Dakhla comme zone d'exportation aux pays de l'EES. Et comme par hasard, ces pays s'entendent. Donc, il faut être très logique. Les Français sont mis dehors, sont mal vus en Afrique noire en général, sont mal vus en Afrique francophone évidemment, et les Français n'ont pas de bonne relation avec l'Algérie parce qu'effectivement, il y a des courants en France radicaux d'extrême droite et de droite dure qui sont à la manœuvre. On ne peut pas réduire cela. Très bien, restez avec nous Gamal Abina. Et pourtant, Gamal Abina, les trois pays du Sahel, dans le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont rappelé leur ambassadeur d'Alger. On va revenir sur une autre question, puisque vous avez parlé de cohérence, mais malheureusement aussi des observateurs parlent d'incohérence dans les décisions politiques, mais aussi dans les visions de notre pays, mais aussi la gestion de nos institutions, puisque ces derniers jours, vous avez vu, ces 48 heures, on a vu donc le remplacement du chef de la DGSI, le directeur de la DGSI, les renseignements de sécurité intérieure, donc qui était à sa tête Nasser El-Djen, qui a été remplacé par Abdelkader Eitou Arabi, alias le général Hassan. On regarde ces images. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف سيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم السبت 24 مايو على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي على التنصيب الرسمي للعميد أيتو عرابي عبد القادر مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد حداد عبد القادر. مراسم التنصيب كانت فرصة سانحة للسيد الفريق أول للالتقاء بإطارات هذه المديرية الحساسة الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية لا سيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم والتي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة من أجل أدائها على الوجه الأمثل. في الختام أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم السلطة. Voilà, donc il y avait bien sûr beaucoup de rumeurs concernant les images de la rencontre qui a officialisé donc la nomination du général Abdelkader Aytou Arabi, alias le général Hassan. Donc il y a eu des images aujourd'hui de cette cérémonie avec donc une déclaration du chef d'état-major Saïd Chingrih. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وطبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 2025 ونصب رسميا العميد عبد القادر أيت وعربي مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد عبد القادر حداد. وعليه فإني أمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. Voilà, donc les déclarations de Saïd Chingrih. Hamid Lellou. D'abord, on a parlé donc du séminaire national qui était intitulé donc le Sahel africain, les défis sécuritaires. Sécuritaire, c'est bien sûr, si vous voulez rebondir aussi par rapport à ce qui a été dit par notre ami Gamal Abina, vous êtes libre par rapport à ça. Mais aussi, comment peut-on lire ce changement à la tête des services de renseignement algériens, la DGSI, donc la Direction Générale des Services de la Sécurité Intérieure, remplacée donc par le général Hassan. Quelle est votre lecture, Hamid Lellou? Je vais rebondir, je vais inviter notre ami compatriote Si Abina à lire mes articles. Moi, je publie des articles académiques. Si vous lisez l'anglais, je publie régulièrement. Et il y a quelques années, j'avais publié un article sur les accords d'Alger au Mali, où j'avais dit que ces accords ne tiendront pas la route. Et j'avais utilisé un outil, ou plutôt un cadre académique dans la résolution et l'analyse et la résolution des conflits. Donc, ce que je vous ai dit, vous pouvez toujours essayer de le remballer par le dos de votre main, mais vous savez ce que je dis est vrai. Bon, mais c'est pas grave. On va pas s'éterniser là-dessus. Vous pouvez pas dire une chose et son contraire. D'un côté, vous dites que l'UAI est une pure création des Anglais, ce qui est vrai. Et de l'autre côté, vous dites que maintenant, ils sont très forts, au point où ils bousculent une grande nation comme l'Algérie. Quand même, il ne faut pas rigoler. Quand je dis que leur influence, elle est monétaire, mais les armes, il faut de l'argent pour avoir les armes. Bien sûr qu'ils utilisent les armes. Et l'argent, ça devient, c'est tout à fait normal, ça va de soi. Le Maroc qui propose Dakhla comme une sortie sur l'océan. Mais les gens qui disent ça, je leur dis, allez voir quelle est la carte, est-ce qu'il y a, mais franchement, est-ce qu'il y a un accès direct du Mali au Maroc, du Niger au Maroc, du Tchad au Maroc, pour que le Maroc puisse proposer Dakhla comme une sortie sur le littoral atlantique? Mais c'est ridicule de dire ça, à moins qu'il creuse un tunnel sous l'Algérie. Peut-être,
Et là, ils passeront. Il y a déjà une sortie vers l'Atlantique par la Mauritanie. Et la Mauritanie, elle a 2 ports qui sont très importants. Et d'ailleurs, moi j'étais en Mauritanie, j'ai vécu en Mauritanie. Il y a des ports, des sections réservées au Mali et à d'autres pays du Sahel. Donc ils n'ont pas besoin du Maroc. Tout ça, c'est du blabla. Les Marocains font ça et vous tombez dans le piège. Maintenant, revenons aux choses sérieuses, peut-être. Oh, tout est sérieux, monsieur Nasser. Général Hassan, moi, et ça confirme cette notion dont je parle de la police politique. Moi, j'ai aucun problème avec l'Algérie. J'ai toujours fait une distinction claire et nette entre la police politique qui s'immisce dans les affaires du pays, qui gère les pays, et l'armée opérationnelle, qui en grande partie reste intègre, compétente et nationaliste. Mais on sait comment la police politique fait pour manipuler les choses à travers les menaces, à travers l'argent, à travers la violence. Et à ce jour, on me dit, oui, mais comment se fait-il que cette armée opérationnelle ne fasse rien du tout? On n'a pas envie qu'elle intervienne en politique déjà. Elle ne sait pas faire, elle ne veut pas faire, parce que les militaires, les vrais, ont horreur de la politique. Et aussi parce qu'il y a une entente tacite, pas un accord, mais une entente tacite entre les opérationnels et le régime qui est en place, parce que cette armée opérationnelle ne voit pas d'alternative. Et effectivement, nous sommes responsables, nous, l'opposition, on est encore loin du niveau qu'il faut pour justement essayer de faire changer les choses. Maintenant, Général Hassan, je ne le connais pas, j'entends parler à droite et à gauche. Paraît-il, il est passé de sergent à général, comme ça, parce que c'était le bras droit de Toufik. Mais moi, ce qui m'interpelle dans le retour de ce général, il y a un mot qui est grave, Tigentourin. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, et ça me fait très, très, très peur. Cet énergumène, parce que pour moi c'est un général de pacotille, comme beaucoup de généraux qu'on voit à la télé, pas les vrais généraux, hein, ceux qu'on voit à la télé, celui-là, sa nomination est liée avec Tigentourin, parce que c'est lui qui a quand même fait cette intervention désastreuse où 40 ou 43 expatriés européens, américains et australiens ont été tués. Et je connais, et lui, M. Abina connaît la mentalité des Occidentaux. Ils ne vont jamais, au grand jamais, nous pardonner la tuerie de ces 43, ou l'assassinat, ou appelez-le comme on veut, la mort de ces 43 individus. Il y a eu des cas similaires en Libye et ailleurs, où ils ont finalement fait payer ces régimes et ces pays, et qui continuent à payer ça. Tigentourin pourrait être utilisé comme il fait des relations internationales. Les relations internationales, c'est le contexte et les circonstances. Il faut voir le contexte et les circonstances. Tigentourin est un contexte qui va créer ou recréer les circonstances qui vont nous emmener, Dieu sait où, mais cette nomination, elle est louche. Voilà. Donc, juste pour rappeler Tigentourin, donc Hamid Lelou, c'est l'attaque qui a été en 2013 contre un complexe gazier donc à Tigentourin. Gamal Abina, quand on voit ces changements et cette instabilité que beaucoup d'observateurs appellent chronique à la tête des institutions sécuritaires, puisque lui-même donc celui qui a été, on ne sait pas s'il a été limogé, Nasser El-Djen, ça fait même pas une année qu'il est à la tête de ce service. Presque 5 personnes depuis 2019 ont succédé à la tête de ce service. Comment peut-on lire cette instabilité au sein de nos institutions et surtout des institutions très sensibles comme les services de sécurité de l'intérieur? Pourquoi on parle d'instabilité? C'est des réajustements, ça peut arriver dans tous les pays, et puis moi je ne vois pas l'instabilité. Si on doit réajuster en fonction des besoins et des stratégies, c'est très logique. Hein. Je veux dire, les hommes ne sont pas essentiels. Ce qui est essentiel, c'est que la mécanique fonctionne. Ensuite, donc par rapport à ça, bon là, en plus c'est l'homme qui a été effectivement à l'origine
de la question de la répression, de l'opération militaire contre les terroristes, on ne pardonne pas. Si, ils sont obligés de pardonner. Dans la liste, on a oublié les Japonais. Les Japonais aussi ont laissé des hommes. Donc, il faut quand même oublier qu'il n'y a pas que le Nord. Hein. Donc, simplement pour expliquer que cet assaut a été fait de façon assez radicale. Et les Algériens ont été clairs à l'époque, nous sommes souverains chez nous. Ça a été confirmé. C'est 2013, hein, ça a quand même près de 12 ans. Et c'est effectivement, ça a été quand même assez violent, il faut le reconnaître. Sauf que l'Algérie a toujours dit qu'elle ne négociait pas avec les preneurs d'otages. Donc c'était attendu. Ils n'ont pas voulu rendre les otages. Malheureusement, ça a été un massacre, effectivement, mais c'est un massacre lié à une prise d'otages de terroristes. Pas l'oublier. Parce que s'ils avaient tenu le site gazier ou fait sauter le site gazier, tout le monde y passait. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la question, alors plusieurs questions qui ont été évoquées, je vais quand même y répondre, je ne sais pas par courtoisie. D'abord, je suis très cohérent. Hein. Les Émirats Arabes Unis, lâchés en 72 par l'Angleterre, restent sous contrôle à distance. Ça n'empêche pas les ambitions personnelles. Il faut être un peu sérieux. Quand on a de l'argent, on a toujours tendance à vouloir grossir. C'est connu, et vouloir agir. Et il se trouve qu'il ne faut pas qu'acheter les armes. Hein. Ils ont fait la guerre, je le répète à nouveau, hein, pour que ça rentre, hein, au Yémen. Donc ça, c'est une guerre active de leur part. Hein. Ils ne sont pas téléguidés, ils ne sont pas passés par quelqu'un d'autre. Ensuite, ils ont une volonté d'instabilisation d'autres pays pour bénéficier de ces richesses. C'est classique. Hein. Il y a beaucoup d'or dans le Mali, 3e exportateur africain, pour le billet. Alors, je n'ai pas lu vos articles en anglais, je les lirai avec plaisir, parce que je lis parfaitement l'anglais, ce n'est pas un problème. Mais je note que vous pensez que je suis assez bête pour gober les balivernes des Marocains sur la question de Dakhla. J'ai dit la position marocaine. Sauf moi j'ai un cerveau, alors ils n'ont peut-être pas le même cerveau, mais ils prétendent aussi que l'Algérie voudrait récupérer le Sahara occidental pour avoir Dakhla. Et j'expliquais à ces gens qui disent ça, dont un certain Idriss Aberkane, qui n'est pas très malin, j'expliquais simplement qu'il faut un petit peu de cervelle. La production industrielle algérienne se fait dans le nord, nos principaux importateurs sont dans le nord, et il y a une ouverture sur l'Atlantique qui s'appelle le détroit de Gibraltar de 30 km, qui est un détroit ouvert. Il n'y a rien à payer, pas de droit de passage. Donc quand on dit des bêtises pareilles, c'est pour justifier du fait que l'Algérie soutienne, enfin pour dire, voilà, elle soutient le Sahara occidental, donc elle a l'intérêt. C'est faux, il n'y a pas d'intérêt. C'est juste un principe, simplement, d'émancipation des peuples. Donc je ne tombe pas dans le piège, c'est un piège grossier et ridicule. Il suffit de prendre une carte pour se rendre compte que même le Mali n'a pas accès effectivement à Dakhla, et que de toute façon la Mauritanie est ouverte. Et je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que sur des relations internationales, ça ne se limite pas à des hommes. Les hommes sont sacrifiables. Il n'y a aucun problème. Je ne crois pas qu'il y ait un risque algérien sur l'affaire d'In Amenas. En aucun cas. Les choses ont été dites à l'époque. L'Occident a pris acte du fait. Et je rappelle que le terrorisme derrière s'est développé de façon exponentielle. Ce qui fait que finalement les Occidentaux, par rapport aux Algériens, ils ont lutté 10 ans contre ça. Donc peut-être qu'ils avaient un peu raison avant 2011, je le rappelle. Hein. Donc c'est important de se rappeler que les relations internationales, c'est pas, malheureusement, sur un échiquier international, il y a des pions qui tombent. Je ne crois pas que 2 ou 3 personnes tuées dans 43 personnes en l'occurrence, dans un site gazier, va influencer les États. Et il ne faut pas confondre l'Algérie et la Libye. La Libye, c'est un État révolutionnaire permanent qui fait que Kadhafi, qui s'est fait avoir d'ailleurs, est tombé dans un piège et a été assassiné pour ça. L'Algérie est beaucoup plus subtile que ça, ne se crée pas d'ennemis inutiles, a des relations équilibrées et surtout part du principe qu'on doit respecter le droit international, qu'elle respecte elle-même. C'est important de le rappeler. Donc il faut faire très attention à ça. Merci beaucoup, Gamal Abina. 10 secondes, Hamid Lellou. Est-ce que vous pensez, avec la politique intérieure qu'on est en train de voir s'appliquer depuis 2019, avec cette Algérie nouvelle, cette Algérie victorieuse, beaucoup bien sûr d'ONG parlent donc de la situation des droits de l'homme, la situation des libertés, l'ouverture politique, les voix discordantes donc sont poursuivis, ils ne sont pas autorisés malheureusement. Est-ce que vous pensez que tous ces facteurs peuvent être des facteurs d'instabilité malheureusement, non seulement à l'intérieur mais aussi au voisinage géopolitique? Très rapidement, Hamid Lellou. Je ne sais pas si j'utiliserai le mot instabilité, parce que si je dis oui, je donnerai raison à ceux qui disent que nous sommes anti-algériens. Je donnerai raison à ceux qui disent que toutes ces turbulences politiques en Algérie, surtout de la part de l'opposition, même si on est faible, je le reconnais, et les militants qui sont en Algérie, qui se font emprisonner, c'est ceux-là les plus courageux, et c'est ceux-là qui vont pousser au changement de l'Algérie. Le changement se fera fatalement. Monsieur Abina, juste faites attention d'être du bon côté quand l'histoire se fera. Je vais vous faire une confidence, vous pouvez rigoler, mais je vais être honnête avec vous. Moi, et j'ai horreur de parler de moi, il y a 25 ans, comme vous, j'ai été approché par la police politique.
Ils m'ont dit, ah Hamid, tu es un nationaliste, viens, on va t'inviter chez nous en Algérie, on va te payer ceci, cela, tu fais la télé, tu vas devenir député. Et je le dis devant des milliers d'Algériens, j'ai refusé. Je ne le regrette pas. J'espère que vous ne tomberez pas dans le piège parce que tous ceux qui se retrouvent en prison, ce sont tous ceux qui ont travaillé pour le système, y compris ce pseudo-général de Pakoti qui a passé 5 ans et maintenant qui revient. Pareil avec Toufiq, pareil avec Yahya, pareil avec Sellal, pareil avec Yahyaoui, pareil avec tout le monde. Merci. Ils passent tous à la case prison et j'espère que vous serez assez malins pour éviter ce genre de... 10 secondes, Gamal Abina, 10 secondes. Algérien qui veut que le pays réussisse. Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse simplement au travail des hommes. Le blabla ne m'intéresse pas. Je veux juste une chose, c'est que tous les Algériens investissent dans leur pays pour qu'ils réussissent. Le reste, je suis du bon côté de l'histoire. À partir du moment où j'aime mon pays, ça me suffit largement. Merci beaucoup, Gamal Abina. Merci. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. J'aurais aimé vous donner plus de temps. Merci à Gamal Abina, expert en relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair.